Bonjour ou rebonjour à tous, je vois des têtes que j'ai déjà vues tout à l'heure et ce matin. Alors pour ceux qui étaient là ce matin, on va reparler de cosmétiques. J'ai le plaisir d'accueillir Alexis Robillard, bienvenue. Vous êtes le Bonjour. fondateur de All Tigers. Alors quand on dit All Tigers, on n'imagine pas forcément une marque de cosmétiques derrière. Racontez-nous un petit peu l'histoire et comment vous avez créé cette entreprise, comment vous est venue l'idée et puis comment vous avez fait surtout, parce que ce qui intéresse nos spectateurs ici, c'est le cheminement. Bon, bonjour. Donc effectivement, je suis le fondateur de All Tigers, je m'appelle Alexis. All Tigers, c'est une idée qui est venue par ma fille. En fait, elle avait 11 ans à l'époque, elle partait en colo. Vous savez qu'à la fin de la colo, il y a un événement majeur qui est la boum. Et pour cet événement qui est un peu la nuit des Césars de la fille de 11 ans, elle cherchait son premier rouge à lèvres. Et en fait, en cherchant avec elle, moi, j'essayais de l'orienter vers des produits naturels parce que j'avais en tête qu'un rouge à lèvres, c'était pas forcément des bons produits. Quand on regarde une liste d'ingrédients, c'est souvent essentiellement des dérivés de pétrochimie, de chimie lourde, des dérivés d'origine animale qui sont un peu douteux. Et tout ça mis bout à bout. On dit que dans sa vie, une femme avale jusqu'à 2 kilos de rouge à lèvres. Peut-être que vous en avez entendu parler ce matin aussi. Donc, donc effectivement, ça avait de l'importance pour moi et du coup pour elle. On a regardé ensemble. Moi, j'essayais de l'orienter donc vers du naturel. Et en fait, tout était en papier craft avec des grosses marguerites dessus. Et ça lui a pas du tout plu. Et elle a fini par aller chez Sephora. Donc première bataille complètement perdue. Et ensuite, de dîner en dîner, je partageais cette expérience avec des femmes qui me disaient bah, moi aussi, évidemment, sur le maquillage, pourquoi pas, j'aimerais préférer réutiliser des produits naturels, mais je ne sais même pas quelle marque utiliser, etc. C'était il y a 5 ans. Et du coup, ça, petit à petit, en fait, l'idée est venue, sachant que j'avais quand même une légitimité assez faible pour lancer du maquillage. Certes, j'avais travaillé dans des marques de cosmétiques, mais jamais en maquillage. Donc j'avais un peu l'illusion que c'était un peu la même chose, même si dans les faits, en fait, la cosmétique, c'est plein de petits segments avec des approches complètement différentes, des marchés différents, etc. Mais je me suis senti légitime alors que j'étais pas. Je pense que c'est un truc assez masculin de se sentir légitime pour tout. Et, euh, et du coup, je me suis lancé avec donc un processus qui, je pense, peut s'appliquer à pas mal d'industries. C'est que je suis parti du principe que donc je n'y connaissais rien quand même, parce que j'avais jamais utilisé moi-même de rouge à lèvres. Autour de moi, ma femme n'est pas hyper utilisatrice, etc. Donc j'avais pas forcément des grands experts juste à proximité de moi. Et donc j'ai eu l'idée d'ouvrir très tôt une page Instagram où j'étais pas du tout utilisateur d'Instagram aussi. Donc enfin, il y avait 2-3 obstacles, quoi. Et donc j'ai ouvert une page Instagram et j'ai demandé aux gens, donc au départ mes anciennes collègues de mes précédentes expériences cosmétiques, où heureusement elles réagissaient à la fois en tant que consommatrice et un peu en tant qu'experte. La communauté s'est assez vite construite. Donc les premiers jours, il y a eu 300 personnes, ce qui était quand même beaucoup. Et puis aujourd'hui, il y a 30 000 personnes. Et en fait, on continue à faire exactement la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on a un projet, en fait, on présente le projet dans ses moindres détails à la communauté. Et on essaye de faire réagir par tout le biais des sondages, aussi de questionnaires, etc. De comprendre quelles sont les attentes, parce que je pars de principe que vraiment n'importe quelle femme dans le monde en sait plus que moi sur le sujet, qu'elle soit utilisatrice ou qu'elle soit pas utilisatrice, parce qu'elle a de bonnes raisons du coup de ne pas l'être. Et donc, aujourd'hui, on a le premier produit qui a été lancé, ce sont ces rouges à lèvres qui sont ici. Ensuite, on a lancé des vernis à ongles, des mascaras, des fards à paupières, enfin tous ces segments dont je ne connaissais absolument rien. Mais juste à chaque fois dans cette idée de comment est-ce qu'on fait pour avoir le meilleur produit pour cette communauté. Donc là aussi, ça a été un peu de décortiquer quelles étaient les attentes. Donc il y avait les attentes en termes de formule, qu'est-ce qu'on va mettre sur ses lèvres, sur ses paupières, etc. Donc le grand enjeu, c'était la naturalité. Je vous le disais tout à l'heure, en fait, la plupart des produits sont issus de la pétrochimie. Donc la naturalité, c'est pas du tout l'habitude des laboratoires qui travaillent sur ce sujet-là. Donc je suis allé rencontrer beaucoup de laboratoires. En France, j'ai pas trouvé un laboratoire qui était prêt à s'adapter à une petite marque qui se lançait, parce que le maquillage, c'est pas une expertise très française, même si c'est en train de bouger. À la base, l'expertise du maquillage, elle est plutôt en Italie, où il y a ce qu'on appelle la Make-up Valley. Donc, vous voyez un peu la référence techno. Donc, après de Milan, en fait, il y a un écosystème très large de fabricants. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré mes premiers fabricants. Si j'ai un conseil à vous donner, si un jour vous vous lancez justement dans la création d'un produit et que du coup, il y a une notion industrielle, moi, j'ai évidemment cherché une expertise. Donc, j'ai trouvé des labos qui me donnaient des échantillons, je les ai fait essayer, etc. Mais je suis vraiment allé beaucoup au feeling. Je cherchais vraiment à ce que ce soit une aventure humaine, et je suis tombé sur une famille italienne qui avait une approche très familiale forcément de la relation avec ses clients. Et ça, pour moi, c'était très important aussi que ça aille complètement au-delà d'une relation de client-fournisseur et que ce soit vraiment un partenariat très fort. Pour chacun de nos produits, on travaille avec un laboratoire différent parce que donc je vous disais tout à l'heure, la cosmétique, c'est plein de petits segments, mais en fait, c'est des expertises différentes. Et en France maintenant et en Italie. Mais à chaque fois, c'est vraiment la rencontre humaine qui prime surtout, parce que j'ai besoin que ce soit une aventure humaine avant que ce soit une relation de client-fournisseur.
Donc ça, c'était pour la partie formule. Je vais essayer d'aller vite sur les autres aspects, mais tu vois, il y avait aussi cet aspect de valeur aussi. Donc en fait, quelles étaient les attentes? Quand on parle de cosmétique, on parle quand même de quelque chose qui façonne beaucoup la vision qu'on a du monde. Enfin, je sais que ça paraît à la fois quelque chose de très superficiel, mais on est quand même soumis à énormément de messages publicitaires, etc. Donc on sait que pendant 50 ans, ça a quand même façonné un imaginaire de la beauté qui est forcément une femme blonde, jeune, hétérosexuelle, etc. Parce que c'était beaucoup des hommes hétérosexuels qui faisaient tout ça. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une attente d'exploser ces schémas de la beauté et de voir la beauté sous plein d'angles différents. Donc c'était très important aussi de recueillir comment la communauté le voyait. Et un des aspects, c'était qu'il y avait cette envie d'exprimer quelque chose qui était sur la force. Parce que quand on parle de maquillage, on pense tout de suite à de la séduction, et une séduction homme-femme. Je parle de schéma publicitaire, évidemment. Mais la réalité, c'est que quand on parle de maquillage avec une femme, souvent c'est plus une question de confiance en soi, de retrouver quelque chose qui va lui donner de l'énergie, etc. Donc là encore, évidemment, vous êtes peut-être sur plein d'industries différentes, mais posez-vous vraiment la question de comment sociétalement, ce que vous faites va aussi contribuer à façonner des choses et façonner les imaginaires des gens, parce que ça a beaucoup contribué à la façon dont on a avancé. Du coup, ça me ramène au nom. Parce que, du coup, on y arrive. All Tigers, en fait, une des femmes dans ce processus-là m'a dit donc de rencontre avec des gens qui en savaient plus que moi, donc des femmes. C'était une des femmes m'a dit, en fait, être une femme aujourd'hui, c'est se sentir à la fois très forte et très menacée. Et je lui ai dit, ah oui, c'est comme les tigres, en fait, qui sont super puissants, et en fait, ils sont en train de disparaître. Et elle m'a dit, mais exactement, on est tous des tigres, sauf qu'elle l'a dit en anglais, donc elle a dit, we are all tigers. Et là, je me suis dit, c'est quand même vachement cool comme nom. Parce que ça faisait vraiment un peu équipe de foot, que quand je le disais à d'autres gens, ils me disaient, c'est pas du tout du maquillage, enfin, comme nom. Du coup, ça parle pas de séduction, ça parle d'autre chose, et que forcément, quand tu lances un nouveau projet, tu as envie que ce soit différent de ce qui existe. Donc, ça m'a paru super pertinent. Et ensuite, dans une conférence, je me suis retrouvé à côté de quelqu'un qui m'a dit « C'est un super nom, mais est-ce que tu as pensé au vrai tigre ?» Donc alors moi, c'était purement symbolique et ce n'était pas le cas. Et il m'a dit il va falloir que tu fasses un projet pour les tigres parce qu'il va falloir leur reverser des royalties. Et donc il m'a présenté à une association qui s'occupait de préservation des tigres au Rajasthan, donc dans une réserve nationale, mais qui est pratiquement de la taille de la France, et dans lesquelles en fait il y a une trentaine de tigres, mais ça paraît peu, mais en fait c'est beaucoup. Et du coup, l'idée c'était de les préserver dans un environnement qui est évidemment très menacé par le changement climatique, par plein de choses. Et donc aujourd'hui, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle 1% pour la planète, que vous connaissez peut-être. C'est un grand mouvement c'est une association américaine, mais avec un réseau français très puissant. Et donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires, pas de nos profits, de notre chiffre d'affaires. Donc même quand on est en perte, il faut quand même reverser 1% de notre chiffre d'affaires. 1% de notre chiffre d'affaires à cette association qui donc défend ces projets-là. Et en fait, ça paraît très anecdotique et enfin, c'est peut-être la magie de n'importe quel projet, mais chaque personne à qui je présente le projet, évidemment, il trouve un peu son fil à tirer. Est-ce que c'est la formule naturelle? Est-ce que c'est la formule végane? J'en ai pas parlé, mais c'est un autre sujet. Il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale dans les produits. Est-ce que c'est l'intensité des pigments? Parce que les couleurs sont très intenses. Est-ce que c'est le tigre? Moi, ça arrive plein de fois que les gens me disent « Ah, c'est génial, le tigre, je l'achète ». Donc, évidemment, ce n'était pas l'idée de départ que les gens allaient l'acheter parce qu'on parlait de tigre. Mais voilà, en tout cas, ça a fait partie aussi de la magie du projet. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous porte évidemment beaucoup. C'est intéressant, cette idée de communauté au départ qui peut aider à valider le business plan. En fait, finalement, ça peut être un bon test pour vous aussi, que ce soit un produit ou un service même. Je me dis, on peut tester, en fait, on peut interpeller les gens et leur demander qu'est-ce que vous en pensez, c'est quoi vos besoins finalement. Et moi, j'ai travaillé dans des grands groupes et on avait finalement peu l'habitude d'être au contact de vrais clients. On avait souvent, on faisait des études en fait à la fin du projet juste pour le valider, pour pouvoir le présenter à nos chefs en disant regardez, il y a 95% des gens qui ont dit que c'était super, mais en fait on ne s'était pas du tout posé la question avant de vraiment est-ce que ça a changé quelque chose à la vie des gens, est-ce qu'ils avaient envie, etc. Finalement, faire tout ce processus, ça m'a vraiment validé chaque étape en me disant mais en fait, et là je parle des clients, mais j'ai aussi rencontré des distributeurs parce que donc il y a toute une infinité de partenaires dans vos futurs projets où vous vous dites en fait, ça serait génial d'avoir leur retour avant de faire les bêtises. Et donc le fait de pouvoir les rencontrer, leur présenter les projets, donc quand je disais donc des distributeurs de produits cosmétiques, l'un travaillait, donc moi j'avais travaillé dans des grands groupes, donc ils n'étaient pas du tout intéressés par le naturel. Donc j'ai rencontré des distributeurs qui étaient spécialisés dans la distribution de produits naturels, soit sur Internet, soit dans des vraies boutiques, pour leur présenter le projet et voir sur quoi ils accrochaient. Et je pense que c'est vraiment... Donc là, on parlait des on parle avant la fabrication même. Avant. Ouais. Donc j'arrivais en faisant semblant que c'était fini, mais dans les faits, en fait, voilà, c'était pas tout à fait terminé. Donc j'avais une jolie présentation PowerPoint, j'avais des produits comme ça remplis, mais pas forcément de vrais produits. Enfin, donc
C'était une mixture qui ressemblait en termes de couleur à un rouge à lèvres. Et l'idée, c'était de leur dire, regardez, c'est incroyable ce produit, et de leur présenter le produit tel que, pas du tout tel que je vous le présente, mais tel que je le présentais à l'époque. Donc en faisant plein d'erreurs, en n'utilisant pas les bons mots, en faisant toutes les bêtises. Heureusement, ce n'était pas mes distributeurs préférés de base, mais dans les faits, ça s'est hyper bien passé. Au final, ils sont devenus des super partenaires. Mais sur le moment, je m'étais dit, c'est pas grave si ça arrive, si ça se fait pas. Donc j'avais pris un peu ce risque-là et j'ai trouvé que ça avait été très riche en termes de retours. Donc je vous enjoins vraiment à le faire. Ça a été super. Alors une fois qu'on a tous ces retours, on a accumulé toute une liste de besoins, de tout doux aussi. Comment on finance tout ça dès le départ? Parce que là, on parle d'un produit qu'on va aller fabriquer, donc il faut des usines, il faut des labos, il faut de l'argent. Ouais. Alors déjà, en fait, il faut... moi, je n'étais pas conscient de tout l'argent qu'il fallait. Heureusement, sinon je ne me serais pas lancé. Mais de toute façon, si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a une part de nous qui est un peu irrationnelle, il faut être honnête. Sinon, on ne le ferait pas. Parce que sinon, il vaut mieux acheter un billet de loto, c'est exactement pareil. Enfin, c'est exactement pareil. On a plus de chances de gagner, d'ailleurs, je pense. Mais c'est parce qu'on est mu par la passion et par quelque chose qui nous porte avant que ce soit du pur rationnel. Dans ce cas-là, effectivement, j'ai beaucoup minimisé quels étaient mes besoins, mais en tout cas, j'avais de l'argent parce que je quittais un grand groupe. Donc heureusement, j'avais un peu d'argent sur mon compte en banque, prêt à être utilisé pour ça. Ça, c'était la première étape. Après, je suis rentré chez Réseau Entreprendre, qui... Très important à noter pour tout le monde. Donc, les réseaux Entreprendre ont tous un fonctionnement différent. Celui dans lequel je suis, qui est dans le 92, prenait des projets qui étaient assez en amont, donc pas forcément déjà lancés. Et donc, il y avait dans le process de Réseau Entreprendre, il y a de l'accompagnement, et c'est très important d'avoir des retours de mentors. Mais il y a aussi, il y avait aussi, donc je ne m'avance pas sur le fait que c'est encore il y a actif, toujours mais du financement. Il y a un prêt d'honneur de 30 000 euros, ça existe toujours. et qui en plus permettait aussi de plus ou moins être une forme de caution vis-à-vis d'un prêt bancaire du même montant. Donc tout ça mis bout à bout faisait une somme et qui me permettait au moins de lancer justement tout ce dont je parle. Donc en étant le plus radin possible sur toutes les étapes, bien sûr, parce qu'il faut vraiment faire gaffe à chaque euro, parce que ça part à une vitesse impressionnante. Mais en tout cas, l'idée d'avoir le plus vite possible un projet entre les mains. Et ça, c'est aussi peut-être un autre conseil que je peux vous donner, c'est que, en fait, quand on démarre, le projet, c'est juste une histoire. On la raconte à tout le monde, à sa famille, parce qu'on a besoin d'un peu de soutien quand même, à ses amis, à ses anciens collègues, à tous les gens qui peuvent être du métier, etc. C'est juste une histoire, et du coup, on la raconte, on la peaufine. Et ça va être vrai pour les investisseurs, pour futurs, puisque là, en l'occurrence, j'en ai pas encore parlé, c'est venu après, moi. Les investisseurs, évidemment tous les fournisseurs, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre, donc ils veulent être sûrs qu'ils investissent aussi leur temps sur un bon projet qui va voir le jour vraiment. Donc c'est juste une histoire, mais c'est une histoire qu'il faut vraiment super bien raconter. Donc elle prend plein de temps, on prend vraiment son temps pour vraiment bien la raconter. Ensuite, idéalement, ça vient vite des revenus, et ensuite ça devient vite de la rentabilité. Évidemment, le but, c'est de raccourcir le plus de temps entre le moment où c'est juste une histoire, le moment où c'est juste des revenus, et le moment où c'est juste où ça devient enfin une histoire rentable. Mais ça peut prendre du temps. Enfin, on peut mettre 1 an et demi à raconter l'histoire, puis enfin commencer à vendre le premier produit, ça peut prendre 2-3 ans avant de voir le premier euro réellement en rentabilité. Donc ça peut prendre du temps. Donc évidemment, le financement, c'était un sujet vraiment important. Mais j'avais l'obsession d'aller vite. Donc moi, j'avais connu dans les grands groupes plutôt 3 ans pour développer un produit cosmétique. Là, en 1 an, en étant sur le dos de tout le monde, le produit il était dans mes mains. J'ai fait un crowdfunding donc, qui m'a permis de vendre un peu avant d'avoir le produit dans les mains. Mais en gros, il y a eu cette étape-là aussi. L'idée, c'était pas de gagner énormément d'argent sur ce crowdfunding, mais plutôt que ce soit en tout cas une première étape de lancement et de communication et de dire voilà, ça c'est le baptême officiel du projet, il est lancé et après, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc ça, c'était une étape. Et après, il y a eu le vrai lancement dans la distribution où j'avais une obsession commerciale. J'avais vraiment, parce que j'avais vu dans cette étude-là, à un moment où tout le monde ne lançait que sur Internet, que les produits de maquillage, les gens avaient besoin de les avoir entre les mains. Donc là aussi, ça dépend ce que vos consommateurs vous renvoient, évidemment, vos futurs clients vous renvoient, mais avaient besoin aussi de les voir entre les mains. Et du coup, je suis vraiment allé frapper à toutes les portes pour développer rapidement, même si j'étais seul, commercialement le produit, pour avoir beaucoup de points de vente en essayant d'être le plus malin possible. Donc plus d'emails, moins de rencontres one-to-one, enfin, chacun adapte un peu sa stratégie commerciale. Aujourd'hui, on a 700 points de vente et les 700, je peux presque dire que je les ai ouverts tout seul depuis mon bureau parce que j'étais un acharné. Et du coup, là aussi, peut-être que c'est un autre conseil, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des portes qui se ferment. Parce que pour ouvrir 700 points de vente, il faut envoyer 20 000 mails, en fait. Donc, presque vous comptez votre effort au nombre de non que vous recevez. Parce que si vous attendez que les oui, et j'ai connu bien sûr des gens qui font aussi de la cosmétique et qui cherchent à avoir 100% de oui.
Donc ils mettent longtemps à cibler, puis ils envoient des mails, et puis en fait, s'ils ont plusieurs noms, ils arrêtent parce qu'ils n'ont plus envie d'y aller. Moi, je me suis dit, en fait, je mesurerais mon effort au fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non merci, parce que s'ils me disent non merci, c'est qu'ils ont très bonne raison, en fait. C'est pas parce qu'ils ne m'aiment pas, en fait. C'est parce qu'ils sentent que c'est pas encore le bon moment, c'est parce qu'ils sentent que ce produit-là, il ne se vendra pas chez eux, etc. Donc il ne faut pas en avoir peur. C'est, je pense, pareil pour des investisseurs qui vous diraient non. On est tous, par exemple, d'une facette. Il y a certains d'entre nous qui sont plus radins et d'autres qui sont plus dépensiers. Et des investisseurs qui cherchent des gens radins et des investisseurs qui cherchent des gens dépensiers. C'est horrible d'avoir un investisseur qui veut des dépensiers si vous êtes radin parce qu'il passe votre temps à dire pourquoi vous n'avez pas lancé le truc, etc. Et à l'inverse, si vous êtes hyper dépensier et vous avez un investisseur radin, c'est horrible parce qu'il remet toujours en question vos dépenses. Donc en fait, il faut avoir aussi confiance dans le fait que vos interlocuteurs, s'ils vous disent non, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de le faire et que c'est mieux pour vous. Et nous, il y a plein de portes qui se sont fermées et qui après s'ouvrent. Et ça, c'est hyper agréable. Sur le moment, on a une petite satisfaction un peu négative, genre hé hé, tu l'avais pas vu venir, etc. Mais en fait, mais à un moment, en fait, c'est normal. C'est qu'au moment où on leur avait dit proposer le projet la première fois, ils avaient dit non parce qu'il y avait que des rouges à lèvres, par exemple, et que finalement, une marque de maquillage qui a que des rouges à lèvres, ça fait pas forcément sens. Et quand on a 5 catégories de produits, ben là, ils se disent ah, c'est enfin le bon moment. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur des portes fermées, c'est un autre petit conseil que je vous donne.